Sans plus tarder, on commence avec nos projets. D'abord, un point que j'avais très hâte de vous partager, c'est une émission hebdomadaire. Je le sais, plusieurs d'entre vous avaient peut-être pas ça actuellement à l'esprit lorsque vous avez en tête 7 jours sur Terre. Cela étant dit, l'exercice de la revue de presse est quelque chose qui est vraiment très apprécié par les membres exclusifs. En fait, ce que je constate, c'est que c'est par certains d'entre vous encore plus apprécié même que les documentaires traditionnels. J'imagine que c'est une posture assez marginale quand même et assez rare parmi notre audience, mais certains d'entre vous apprécient énormément cette formule qui se veut plus décontractée, plus informelle, un peu moins, disons, un peu plus authentique aussi, puis ça nous permet, surtout dans le format, de réagir un peu mieux à l'actualité. Vous le voyez, seulement aujourd'hui, on a presque une dizaine de dossiers qui touchent vraiment toutes les régions. Et ce sont des trucs sur lesquels peut-être qu'on ne dédiera pas un documentaire en entier pour un ensemble de raisons. D'abord, c'est très long, mais aussi le dossier va évoluer. Le dossier va prendre des dimensions, va avoir tendance à se développer de semaine en semaine, qui fait qu'un documentaire qu'on produit exige un certain recul, exige qu'on examine la question depuis une altitude satellitaire presque. Et donc, ce que ça introduit, ça nous empêche justement de rebondir à ces événements, disons, hebdomadaires, quotidiens, qui peuvent être extrêmement intéressants et extrêmement fertiles en matière de géopolitique. Donc, c'est une proposition qui m'a été faite à de nombreuses occasions et chaque fois, ce que je disais, c'était un jour, éventuellement. On aura une émission hebdomadaire qui se voudra vraiment une émission de fin de soirée, qui se voudra un exercice plus décontracté, plus authentique, avec une équipe de panélistes récurrents qui ont eux-mêmes une expertise, une connaissance et qui sont des bons communicateurs pour ce qui est de la géopolitique, les enjeux internationaux, etc., qui en connaissent assez pour participer de manière productive et rigoureuse. C'est le projet qu'on a sur la table actuellement. Donc, je vous explique un peu le raisonnement. Moi, de mon côté, ce que je constate, c'est qu'à mesure où nos documentaires deviennent de plus en plus ambitieux, à mesure où ça prend de plus en plus de ressources, de plus en plus de temps, et on reviendra dans un instant d'ailleurs sur nos prochains documents, mais je trouve qu'on perd le lien un peu avec l'audience au public parce qu'à un moment donné, je vois que nos documentaires, ça ne reviendra probablement pas une formule à toutes les 2 semaines. Ça demande trop de travail, on va toujours plus loin, on allonge le document de plus en plus, parce que, bon, c'est un peu un artefact de moi, comment j'approche mon travail, mais c'est aussi parce que je veux que ce soit bien fait. Parce que quand on traite de dossiers comme Haïti, Libye, Congo, etc., c'est des affaires qui demandent, je pense, un certain niveau de sérieux, puis de nuances, de discernement, puis de travail. Il faut faire de la recherche, il faut s'asseoir, puis il faut passer des semaines là-dedans. Donc, ce que ça introduit, à mesure où l'espace entre chacun de nos documentaires est de plus en plus long, c'est qu'on manque d'opportunités de justement rebondir sur l'actualité, sur les dossiers qui nous passent devant les yeux, alors qu'on est plongé très profondément dans un documentaire. Donc, oui, il y aura très bientôt, en fait, ça s'en vient au cours des prochaines semaines, des formats courts, des formats plus adaptés à TikTok, originaux, etc. Jusqu'ici, ce qu'on faisait, c'était plus des clips de notre contenu original. Maintenant, ce sera vraiment du contenu additionnel, donc des trucs qui vont nous permettre aussi de réagir sur des dossiers, sur des négociations en cours, sur des nouvelles qui viennent tout juste de sortir. Donc ça, ce sera un format. Mais l'autre format phare sur lequel je veux qu'on mette beaucoup d'accent avec les documentaires et la revue de presse, ce sera donc cette émission de fin de soirée qui se veut vraiment un exercice professionnel. Certains me diront un podcast, ce serait insulter le concept. Parce que oui, c'est un podcast, absolument. L'idée, c'est d'avoir une forme de podcast. Pourquoi je refuse de l'appeler comme ça? Parce que c'est un concept que je trouve un peu fatigué, une formule que je trouve un peu fatiguée, oui, effectivement. Manque de professionnalisme, il y a une espèce d'amateurisme ambiant avec ça qu'on veut présenter comme de l'authenticité, qu'on veut présenter comme étant « je suis décontracté, donc je suis sloppy ». C'est un podcast, donc on met pas d'effort. Donc on plante une caméra puis on jase de n'importe quoi sans préparation pendant 2 heures. Pour moi, c'est pas bon. Cette formule-là est terminée. C'est bien, ça introduit le podcast, ça introduit quelque chose de nouveau, mais il est important pour moi, pour 7 jours sur Terre, pour l'entreprise qu'on projette, mais aussi pour ce qu'on vous offre comme produit, d'avoir quelque chose de vraiment professionnel à un niveau télévisuel, cinématographique, avec des segments, avec une formule qui est faite en fait pour être segmentée, avec des gens avec un minimum de préparation. Si on est pour parler justement de la situation entre l'Inde et le Pakistan, de traiter le dossier avec non pas de l'information, moi ce que j'imagine c'est une formule plus dans l'analyse, dans le commentaire, dans la discussion et la réflexion. Il y a absolument moyen d'avoir un format, un segment qui est extrêmement intéressant et qui, si vous regarderez peut-être pas une émission entière, en ce moment on a en tête environ quelque chose comme 1h30,
vous allez peut-être être intéressé par un seul segment. À la même manière où plusieurs, dans la revue de presse, nous demandent de segmenter l'émission. D'ailleurs, en passant, ce sera fait. C'est un simple petit détail qu'on oubliait dans la mise en onde. Ce sera corrigé au cours des prochaines. On les segmente déjà pour que vous ayez accès justement à des éléments particuliers. Donc, cette émission, elle est maintenant attachée avec un sponsor. C'était un peu ce qu'on voulait régler là, avant d'en parler. De mon côté, moi, c'est quelque chose, ça fait longtemps que je voulais faire. Ça fait très longtemps que j'avais un concept en tête, ce concept que je vous résume en grandes lignes et que je vous dessine les contours en ce moment. Je ne veux pas trop vendre la mèche, mais ce que je veux, donc, c'est une signature visuelle professionnelle, une émission sur la politique internationale, géopolitique, technologie, actualités diverses, etc., avec un panel d'au moins 2 membres récurrents qui sont déjà déterminés. En passant, je vous vendrai toujours pas la mèche tout de suite, mais c'est un peu pour ça que je voulais prendre le temps avant de vous en parler. C'était justement d'attacher tous les détails. Donc, emplacement, c'est réglé. Il fallait le QG, c'est fait. Côté production, il faut des capacités de production considérables, c'est réglé, l'embauche est faite. Pour ce qui est ensuite du panel, c'est réglé aussi, le panel est là. Et finalement, c'était de l'attacher avec un sponsor. Ça aussi, c'est fait depuis quelques jours. Donc, là-dessus, je suis extrêmement content. Moi, c'est un projet que ça fait longtemps que je caressais et que je me disais un jour, mais il faut que ce soit bien fait. Parce que justement, je voulais pas garrocher un podcast comme ça à une ère où vous avez trop de choix. Vous avez le choix dans tous les films de l'histoire de l'humanité, vous avez le choix dans tous les spectacles d'humour, vous avez le choix de tous les documentaires, de l'ONF. Si vous connaissez pas la chaîne de l'ONF québécois ou même français, vous allez adorer. C'est vraiment fantastique sur le Québec. Et donc, on a trop de compétition pour vous arriver avec un concept qui n'est pas travaillé. Pour vous arriver avec quelque chose que, on a pensé 5 minutes avant à peu près à nos sujets, puis voici 1h30 de contenu. Je veux dire, Seigneur, vous travaillez toute la semaine, je sais de quoi ça a l'air, votre vie. On arrive brûlé, vous avez à peu près 2h30, 3 heures tout au plus pour regarder des médias, consommer du contenu à tous les jours. La moindre des choses, à mon avis, c'est vous de livrer quelque chose d'irréprochable et de top notch. Donc, dans cette optique, ça fait très longtemps que je voulais vous offrir ce genre d'émission, une émission hebdomadaire qui permettra d'avoir un format plus décontracté. Il n'est pas encore certain à savoir si ce sera sur 7 jours sur Terre ou chaque jour sur Terre. Je ne peux pas vous le cacher là-dessus, le sponsor a une grosse influence. Il s'est montré très ouvert à ce qu'on le déplace du côté de chaque jour sur Terre. Ça serait, de mon côté, ma préférence. Ça nous permettrait d'avoir algorithmiquement 2 produits qui sont très adaptés, mais on verra. Deuxième dossier, parce que je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, de ce segment qu'on avait fait. Certains d'entre vous, j'en doute pas, être des nouveaux membres exclusifs. On ajoute toujours quelques dizaines de membres, sinon quelques centaines à toutes les semaines. D'ailleurs, tous ceux qui se joignent à nous et qui ça pourrait être votre première revue de presse, je suis très heureux que vous vous joigniez à nous. Il y a quelques semaines, on avait eu un segment d'environ 30 minutes sur le système financier, sur surtout l'Empire américain. Ce que je vous expliquais, c'était la nature de l'Empire américain, comment le système financier créé par les États-Unis, l'Empire du pétrodollar, le rôle en tant que tel des sanctions financières, l'importance du dollar dans le système financier, au-delà de la question pétrolière, et comment tout ça est important pour les États-Unis au niveau surtout du financement de la dette. Comment le dollar, au fond, c'est la dette américaine et comment les deux sont interchangeables et que ça a permis aux États-Unis de tirer un avantage énorme. Comment ce système-là a été construit? C'était sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, remplaçant une autre forme d'impérialisme, dans le fond. Et c'est un peu ce qu'on couvrait dans ce segment. C'était de montrer que le système impérialiste qui a régné sur le monde pendant des centaines d'années jusqu'à, on pourrait dire, la Première ou Deuxième Guerre mondiale, qui ont été les apocalypses de l'impérialisme colonialiste, comme on peut dire, le système américain a remplacé ça pour créer une colonie mondiale, qui est une colonie. Qu'est-ce qu'une colonie? Qu'est-ce qu'un empire? Au fond, c'est un outil pour réduire les frictions commerciales. C'est pour assurer, justement, d'agrandir le marché et c'est pour avoir accès à toujours plus de consommateurs, de ressources et de routes commerciales. Donc, ce que je présentais à travers ce segment, notamment, c'est comment cette compétition avec la Chine, comment cette influence des joueurs comme l'Iran, l'Arabie saoudite, etc., comment tout ça s'inscrit dans l'Empire américain. Et la question principale étant bien sûr, est-ce qu'on assiste actuellement à l'effondrement de l'Empire américain avec ce que fait Donald Trump avec les tarifs? Comment ça s'inscrit là-dedans? Et ça, c'est une question de référence en géopolitique. Ça vient de quelqu'un qui
qui a étudié la science politique et écoutez, dans les années d'introduction, dans les cours littéralement de première année de sciences politiques, c'est une question de référence qu'on nous force à développer. Est-ce qu'on assiste à l'effondrement de l'Empire américain? Ça dégage un ensemble de questions à savoir qu'est-ce que l'Empire, qu'est-ce qui sont ses piliers, et est-ce qu'ils sont en forme ou est-ce que plutôt ils sont contestés de plus en plus? Est-ce que ça pourrait amener à un effondrement? Et que viendrait-il après? Quelles seraient les conséquences? C'est une question gigantesque, mais vous avez énormément apprécié ce segment. Et moi, ce que ça m'a sonné comme cloche, et je me suis senti un peu gêné de tout ça, embarrassé pour être très sincère. Parce que la vérité, c'est que ça vient pas de nulle part, c'est que je savais tout ça, puis que j'étais en mesure de vous le présenter de manière relativement compréhensible, c'est que ça faisait des mois que je travaillais sur un documentaire sur le système financier, plus spécifiquement justement sur la nature impérialiste de l'Empire américain, un peu redondant comme formule, disons, la nature systématique de l'Empire américain, à quel point le dollar, le pétrodollar, etc., c'est des éléments importants, et vous avez adoré ce segment. Vous avez vraiment aimé et combien d'entre vous m'avez soit écrit en commentaire ou encore en message privé ou en courriel par la suite à nous dire « Benjamin, c'est vraiment un bon segment, ça a changé la manière que je vois comment les choses fonctionnent, ça a vraiment changé ma vision du monde et ça devrait être public. S'il y a un segment qui devrait être public, celui-là était vraiment bon, merci de l'avoir fait. » Et honnêtement, c'est rare qu'on ait ce genre de réaction-là sur un segment. Et quand je vous dis c'est embarrassant, c'est gênant, bien c'est que moi, je suis à peu près rendu à 80% de la rédaction de ce documentaire-là au moment où je vous en ai parlé et je l'avais abandonné en me disant c'est trop technique, c'est trop dense, c'est trop compliqué. La conclusion n'était pas claire aussi à ce moment quand j'avais commencé la rédaction. Donald Trump n'était même pas encore élu. Donc, la question des tarifs, etc., c'était difficile un peu d'anticiper où ça s'en allait. Donc, à 80% de rédaction, ce qui est extrêmement avancé pour un doc, on parle de quelque chose d'une heure et quart, je l'ai mis sur la glace en me disant on y reviendra éventuellement. Et il y avait tellement de travail à livrer, je dois faire autre chose de plus rapide en attendant. Puis on y reviendra. Je pense que ce qu'on avait fait à la place, c'était la vidéo sur Israël et le Liban. Pourquoi Israël veut envahir le Liban? Je me suis mis là-dessus à la place en me disant on y reviendra. Je fais ce segment ensuite avec vous et là, ce que je constate, c'est que il ne faudrait pas le laisser mourir, ce doc. Manifestement, il y a une utilité. Et quand je vous dis c'est embarrassant, bien, c'est parce que j'en étais conscient moi-même. Je me souviens d'en avoir parlé avec mon frère, mon grand frère à ce moment, puis qui regarde l'émission d'ailleurs. Bonjour Jérémy. Et ce que je lui disais, c'était je suis en train de travailler sur un doc. Il voyait que j'étais déprimé puis écœuré comme d'habitude. Puis il dit quand est-ce que ça va sortir? Je dis, écoute, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais je peux te garantir une chose. Ça va être un tas de marde qui va durer 1h30, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être difficile, dense, mais les gens qui vont comprendre, le regarder au complet, ça va changer leur vie. Et c'est dans ces termes-là que je l'ai dit. Ça va changer la manière dont ils voient le monde parce que moi, ça a changé la manière dont je vois le monde et je suis reconnaissant encore aujourd'hui d'avoir compris ça, d'avoir eu la chance d'avoir été exposé à cette information qui m'a permis de placer beaucoup de choses dans les cases. Donc, dans cette optique, c'est pour ça que je suis gêné. Je suis gêné d'avoir mis ça sur le côté en sachant que c'est quelque chose d'important puis en me disant qu'il y avait juste trop de travail à faire puis que j'avais pas le temps puis je reviendrai un jour. Donc là, c'est là-dessus que je suis depuis quelques semaines. Je veux vous rassurer, ça avance. Je suis relancé dans une réécriture complète pour l'adapter un peu au contexte actuel, à la présidence Trump, puis à tout ce que ça implique. Ça avance très bien. Donc, c'est le prochain documentaire à être paru sur 7 jours sur Terre. Je voulais juste vous informer de ça. C'est toujours en cours. Ce sera un gros morceau, donc attendez-vous pas à une sortie au cours des prochains jours. Mais je suis très encouragé de voir que ce sera notre prochaine sortie et que c'en est une bonne. Ensuite, ça m'enthousiasme énormément aussi et j'avais hâte de vous en parler. Peut-être encore un peu tôt pour vous en parler, mais je préfère vous partager l'état de l'avancement des choses. Je vous ai parlé du Congo, de l'importance pour nous de couvrir le dossier, de bien le couvrir, d'être capable d'exposer d'abord qui sont les acteurs, leurs intérêts, résumé rapide de ce qui se passe actuellement au Congo. On se souvient, le Rwanda, beaucoup plus petit que le Congo, voisin du Congo, finance actuellement un groupe de rebelles qu'on appelle le M23, pour le mouvement du 23 mars. Donc M23, groupe de rebelles armés par le Rwanda, qui actuellement contrôle une partie de la République démocratique du Congo. Donc on fait référence à Congo-Kinshasa. Donc dans l'est du Congo, vous avez énormément de richesses naturelles, minières, de l'or, du coltan, etc., des matières premières qui sont extrêmement utiles dans
notamment dans la transition énergétique, spécifiquement pour le coltan. Et ce sont des matières premières qui sont exploitées, nous dit-on, par le Rwanda à travers le M23 pour les revendre en Europe. C'est donc une guerre majeure. Il y a maintenant des années que cette guerre dure. En fait, on pourrait remonter jusqu'au génocide du Rwanda durant les années 90, parce que c'est vraiment un conflit qui dure depuis très longtemps, qui s'est ensuite métastasé, matérialisé dans la Grande Guerre du Congo de 1998, qui a été ce qu'on appelle la guerre mondiale d'Afrique, la Grande Guerre d'Afrique. Et cette guerre continue toujours aujourd'hui de plus belle, en fait, alors que les membres du M23 ont pris le contrôle de la ville de Goma, une ville majeure, tout juste à côté de la frontière avec le Rwanda. C'est une ville qui est actuellement donc sous contrôle des rebelles du M23 et qui est entrée à toute une crise humanitaire, une crise sociale, une crise sécuritaire, bien sûr, mais aussi une crise financière, alors qu'on a un sérieux manque de liquidité, les banques sont fermées, il n'y a à peu près plus rien qui fonctionne sur le territoire. C'est une ville qui se veut donc assiégée et attrait à des combats de temps à autre avec les forces gouvernementales. Un peu moins ces temps-ci, alors que les forces gouvernementales se sont retirées de Goma et on est en train de se regrouper pour une nouvelle offensive sur Goma. Je vous avais mentionné de l'importance pour moi de couvrir ce dossier pour un certain nombre d'enjeux. D'abord parce que c'est une question qui est négligée. On n'en entend pas assez parler dans les médias, à mon avis, parce que c'est un conflit absolument fascinant aussi, ça je ne peux pas le cacher, puis il y a quelque chose d'indécent, un peu à parler d'un conflit, d'une guerre comme étant quelque chose de fascinant. Mais pour quelqu'un comme moi qui tripe sur la géopolitique, je dois vous le dire comme c'est fascinant. C'est un dossier qui regroupe absolument tous les thèmes qu'on couvre normalement en 7 jours sur Terre, les services de renseignement, l'infiltration, l'argent, les ressources, des gouvernements qui sont parfois acquis à des gouvernements étrangers, des influences d'alliés, de pays environnants, régionaux, des questions culturelles, historiques, militaires. Il y a tellement de trucs là-dedans. C'est un dossier extrêmement dense, mais qui mérite d'être bien traité, à la manière qu'on l'a fait, par exemple, pour Haïti, pour le système financier, ce documentaire qu'on avait déjà réalisé précédemment, la France-Afrique ou encore la Libye. Dans cette optique, moi, la direction dans laquelle je voulais amener 7 jours sur Terre depuis un moment, je pense que je l'ai déjà mentionné à quelques occasions, dans des revues de presse ou sinon dans d'autres entrevues avec des podcasts ou des intervieweurs divers, qui me demandaient où je voulais amener 7 jours sur Terre au cours des prochaines années. Je vous disais, écoutez, moi, un de mes gros objectifs, c'était d'abord de le pérenniser, de s'assurer qu'il puisse survivre. Ça, j'en suis confiant maintenant. Je pense qu'on va survivre et qu'on va durer. Deuxième élément, je voulais voyager. Je voulais avoir la chance de voir les endroits que je décris. D'abord, il y a un élément d'imposture là-dessus que je vais être capable de vaincre. Je vous en ai souvent parlé aussi, d'être assis dans des chaises de cuir au Québec et de décrire ce qui se passe à Haïti. Il y a quelque chose de profondément embarrassant. Il y a quelque chose de gênant. Il y a quelque chose Il y a une imposture là-dedans avec laquelle moi, je ne suis pas confortable. Je pense que la moindre des choses, et c'est pourquoi d'ailleurs je me lance dans des recherches à pu finir avant de commencer ces dossiers, parce que j'ai une insécurité émanant du fait que je ne connais pas ces endroits. Et à mon avis, c'est donc presque inapproprié. Je fais de mon possible. Je pense que jusqu'ici, on fait bien. Et à chaque fois que, par exemple, si on fait Haïti, qu'il y a un Haïtien qui me dit « Wow, you got it right. Félicitations. » Je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est exactement ça. C'est un poids qui me tombe des épaules à me dire « Au moins, je ne vous ai pas insulté. » C'est de ça que j'ai peur tout le temps. C'est d'avoir fait quelque chose d'insultant, d'avoir fait quelque chose qui nuit à la cause et qui perpétue des stéréotypes ou encore des méconceptions par rapport à la région. Puis je me disais, ça me tente tellement pas de participer à ça. Je préfère ne pas le faire plutôt que d'être nuisible. Donc, pour ce qui est du Congo, je pars de loin, il n'y a pas de doute, je pars d'extrêmement loin. Et c'est pourquoi je suis content de pouvoir vous parler de tout ça aujourd'hui. Au cours des dernières semaines, on a travaillé très fort pour créer des contacts sur le terrain, directement au Congo. Spécifiquement dans la région du Kivu, spécifiquement dans la ville de Goma, sous les zones occupées par le M23. Nos démarches ont mené un certain succès parce que, au cours des prochaines semaines, en fait, autour du 10 juin, la date exacte est encore incertaine, mais on peut déjà commencer à avoir un ordre sur la période. Autour du 10 juin, je vais me rendre
dans la ville de Goma, au Congo, pour faire la couverture sur le terrain de la guerre impliquant le Rwanda, le M23 et le Congo. Je serai donc sur place pour une période d'environ 8 à 12 jours, dépendamment toujours des circonstances sur le terrain, de l'état sécuritaire et bien sûr des conditions générales et des paramètres de travail. Ce sera un effort surtout de compréhension. Je veux vous rassurer, on est en contact avec les autorités locales. Par là, j'entends avec les rebelles du M23. Nous avons l'autorisation des rebelles du M23 pour opérer sur le territoire qu'ils contrôlent. On nous a assuré qu'il n'y aurait pas de problème pour ce qui est de l'accès aux sites miniers, notamment. Les sites miniers qui, vous comprendrez, sont d'intérêt particulier dans le contexte actuel et que nous aurons également un certain accès aux rebelles du M23 eux-mêmes, à leurs commandants, capitaines, etc. Dans l'idéal, ce sera donc un moyen pour nous de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Encore une fois, je veux vous rassurer, on a un fixeur sur le terrain. Je vais travailler avec un fixeur local qui est déjà photojournaliste, qui connaît bien la région, qui habite à la ville de Goma. Donc, au niveau des risques sécuritaires, je comprends que certains d'entre vous pouvaient trouver que c'est particulier. Je veux vous rassurer, on a l'accord des autorités locales. Oui, c'est une zone de guerre. Oui, c'est une zone occupée. Mais c'est une zone relativement stable au moment où on se parle, à l'exception, bien sûr, des risques de maladie, etc. C'est des éléments qui sont hors de notre contrôle, pour lesquels je prends un certain nombre de contre-mesures également. Alors, je suis extrêmement enthousiasmé de vous dire tout ça, parce que, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je voulais avoir l'opportunité de faire du journalisme de terrain. Ça fait longtemps que je voulais avoir l'opportunité de faire du journalisme de guerre. Ça fait longtemps que je voulais avoir la chance de parler avec des intervenants qui sont directement impliqués dans nos dossiers. Et vous savez, ma réticence à me fier à des sources d'informations qu'on sait parfois compromises, soit par un biais, soit par littéralement une infiltration et un noyautage, ou tout simplement par des intérêts commerciaux, économiques, qui amènent certains médias à ignorer des questions. Alors, je suis excessivement content de pouvoir contourner toute forme de filtre et aller directement à la source. Alors, je voulais vous en tenir au courant. C'est un projet, vous le comprendrez, ça fait littéralement des mois qu'on travaille là-dessus, à essayer de créer la connexion, le lien, à former, à régler les questions logistiques et à obtenir les autorisations nécessaires, tant de la part du gouvernement canadien que de la part du gouvernement rwandais, congolais et du M23. Alors, ce sera la direction qu'on prendra au cours des prochaines semaines. Ce documentaire sur le Congo, je vous avoue, je ne m'attends pas à ce que ça sorte immédiatement, vous le comprendrez, étant donné que ce voyage, c'est en soi une grosse période de recherche, à essayer de comprendre, d'accumuler des données et d'extraire autant d'images que possible, des entrevues et de documenter la situation sur le terrain, dans une zone occupée au beau milieu de la guerre.